Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de la rédaction de France 24. Notre invité aujourd'hui est Patrick Muyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci Marc. Félix Tshisekedi a donc prêté serment ce samedi 20 janvier pour un second mandat à la tête de la RDC. Il a annoncé beaucoup de priorités, mais est-ce que là, véritablement, il aura les mains libres? On se souvient de son élection. Ça avait été compliqué, ça avait été controversé, il y avait toujours l'ombre de Joseph Kabila. Cette fois, il n'aura pas le droit à l'erreur. Écoutez, le président de la République a été brillamment réélu par les Congolais dans toute la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de faire quelques étapes durant sa campagne électorale. C'était juste phénoménal, l'espoir qu'il a incarné pour tous ces peuples. Et vous avez vu, pour la première fois, en tout cas depuis 2006, nous avons eu un processus électoral qui a été dit équitable par le Centre Carter. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Tous ceux qui pouvaient faire campagne l'ont fait. Et à la fin de la journée, les Congolais l'ont plébiscité. Pourquoi? Parce que justement, il a un plan clair, que ce soit sur la question du retour de la sécurité dans l'Est de la RDC, sur les questions économiques des développements, sur la place de la femme, la place des jeunes. Je crois que le projet que le président de la République a porté, c'est ce qui a justifié justement ce raz-de-marée qu'il a obtenu à la fois au niveau présidentiel, mais aussi au niveau législatif national et au niveau provincial. Et donc, le président de la République, avec toute cette légitimité, comme il aime à le dire, dans une expression courante chez nous, qu'il doit aux Congolais, qu'il est très endetté par des Congolais. Et la prise de pouvoir ce 20 janvier marque justement les débuts du travail. Et je peux vous assurer que l'énergie a encore été démultipliée. Alors, vous avez affirmé que le scrutin s'était bien passé. Ce n'est pas l'avis de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui a très récemment estimé que les élections, je le cite, ont été une catastrophe électorale caractérisée par la fraude, la corruption, écoutez, vous savez, la grande échelle. Vous savez, ce qui est bien en République démocratique du Congo, c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. La même mission d'observation électorale. La même mission d'observation électorale mandatée par l'Église catholique et protestante a dit qu'il y avait un candidat qui dépassait largement, majoritairement, tous les autres candidats. Et donc, il n'y a pas de polémique à avoir sur la réélection massive du président de la République. Mais ici, Marc, il faut qu'on note que nous sommes à notre 4e processus électoral. Nous ne nous attendions pas à avoir des élections parfaites. Dans un pays où il devait y avoir 44 millions d'électeurs, dans des conditions logistiques qui sont celles-là. Et vous avez vu aussi, et ça vaut la peine d'être souligné, que tous ces candidats qui ont été à la base de tout ce qu'on a observé comme cas de fraude, comme cas d'irrégularité, ont été sanctionnés et invalidés au niveau de la Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, il faut plutôt qu'on tire les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. Et c'est ça qui est bien plus important que vouloir verser dans une forme de polémique que ne voir que du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées le 20 décembre. Il faut aussi les reconnaître. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont été reconnues et qui ont été corrigées. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel pour l'avenir. Alors, parmi les nombreuses promesses, il y en a une quand même qui conditionne, j'allais dire, toutes les autres, c'est le retour à la sécurité, et notamment à l'Est. Le président a promis de sécuriser la population, d'éradiquer l'activisme terroriste. Alors, à l'Est, il y a eu l'état de siège, une force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dorénavant, la dernière recette pour essayer de rétablir la paix, c'est une force de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC. Est-ce que cette force est en train de se déployer? Combien d'hommes et avec quel mandat? Et il y a d'abord une première recette que le président applique, c'est d'assurer la montée en puissance de nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est insuffisant, on le sait. Pour le moment, mais je crois que ce sera suffisant avec les efforts qui seront poursuivis dans le cadre de ces nouveaux mandats. Ce qu'il faut noter ici, Marc, c'est que le problème perdure depuis près de 25 ans. Il ne l'a pas résolu pendant son premier mandat. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, justement. Ce n'est pas en 5 ans ou en 2 ans que vous réglez les problèmes qui durent depuis 25 ans. Il ne faut pas oublier le chapitre, justement, de 3 premières années où le président de la République a pensé, justement, qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques saines avec des voisins, notamment principalement le Rwanda. Il s'est trompé. Mais malheureusement, on a vu qu'en face des appétits gloutons et meurtriers du régime rwandais, les dialogues tels que voulus par les présidents de la République n'étaient pas la voie qui était souhaitée. Mais aujourd'hui, bien avant d'ailleurs qu'on recourt aux forces régionales, notamment celle de la SADC, j'y reviendrai, il faut savoir que nous avons une stratégie qui repose sur 5 piliers. Il y a une stratégie militaire,
qui est un peu mise en veilleuse parce qu'il y a la stratégie diplomatique qui prend place. Il y a une stratégie économique parce que le fond de la guerre menée par le Rwanda est économique. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est de la RDC. Il y a une stratégie judiciaire parce que depuis toutes ces années, il n'y a aucun de ces chefs rebelles terroristes soutenus et protégés par le Rwanda qui n'a répondu ni devant une juridiction nationale ou internationale des crimes commis en RDC. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de garantie de non-répétition de tous ces scandales. Mais aussi, il y a cette prise en charge médiatique parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais connaissent qui est l'ennemi et œuvrent pour que cela cesse. Et donc, mais parce que le problème qui concerne la RDC est un problème qui concerne toute l'Afrique. Et donc, la force de la SADC qui vient en appui, qui a déjà été à un moment de l'histoire impliquée pour le retour de la paix dans cette partie du pays, vient en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo pour voir comment la question peut être résolue. Et parallèlement, il y a des initiatives, notamment du gouvernement américain, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Nous espérons que le président Kagame entendra raison et souscrira à la voie de la paix. Vous voulez dire qu'il y a encore un espoir diplomatique ? Écoutez, c'est toutes les options qui sont à table. L'option diplomatique serait justement la meilleure. La SADC, combien d'hommes sont déjà déployés sur le terrain ? Évidemment, il y a des détails opérationnels que je ne saurais vous partager, même si je les avais, parce que c'est des questions qui relèvent de la stratégie militaire. Pourquoi est-ce qu'elle ferait mieux que la force des États d'Afrique de l'Est ? On nous avait présenté ça comme la panacée, ça a été un échec patent. Écoutez, parce que la problématique de la sécurité dans l'Est de la RDC touche principalement tous les pays de la sous-région. Il ne faut pas oublier que le président de la République avait décidé que la République démocratique du Congo devait rejoindre la communauté de l'Afrique de l'Est et tous avaient convenu que nous devions d'abord nous assurer que la paix revienne en RDC. Il était prévu un processus politique piloté par le président Ruto, le président honoraire du Kenya, plutôt Uhuru Kenyatta, mais parallèlement, il y avait l'option de la force qui devait agir chaque fois que de besoin face aux groupes armés, notamment les M23 ou les autres groupes armés qui sont notamment les FDLR, qui sont combattus à la fois par nous et par le régime rwandais. Et donc, l'idée ici, c'était celle-là. Mais on a vu, avec la pratique, que la force régionale n'a pas du tout été en mesure de délivrer. Et on a compris plus tard qu'il y avait... le mal était un peu plus profond lorsqu'on regarde l'attitude de certains présidents dans la région. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui... Comme le président du Kenya. Aujourd'hui, vous les dites si bien. Et aujourd'hui, nous sommes donc engagés sur une piste qui, nous l'espérons, pourra nous permettre de revenir à la paix. Mais c'est juste un espoir, c'est pas fondé sur quoi que ce soit. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que notre première stratégie repose sur la montée en puissance de nos forces armées et que, au-delà de nos forces armées, toutes les autres forces qui interviennent en appui parce que régler les problèmes de la sécurité dans l'Est de la RDC, c'est permettre aussi les développements de l'Afrique. Le nombre de présidents qui ont assisté à l'investiture du président Tshisekedi donne une illustration de l'importance de la République démocratique du Congo pour le continent et pour le monde. Il y a aussi des tensions entre le Rwanda et le Burundi. La frontière a été fermée. Le président du Burundi a accusé Paul Kagame de soutenir une guerre. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Écoutez, les mal est connu dans la région. Il s'appelle Paul Kagame. Et c'est pas surprenant d'ailleurs de voir cette donne refaire surface parce que c'est dans sa stratégie permanente de déstabiliser les voisins. Mais je pense aussi qu'il y a un dialogue de haut niveau entre notre président et le Burundi dans une mutualisation des efforts pour le retour de la paix dans la région de manière générale. Et donc, peut-être une alliance contre le Rwanda, du coup. Bon, la question, ce ne serait pas de faire une alliance contre le Rwanda, parce qu'il faut dissocier les Rwandais du président rwandais, mais l'idée, c'est d'arriver à avoir une région de Grands Lacs pacifiée où toutes les populations peuvent économiquement se déplacer et s'émouvoir sans espoir d'être inquiétées. Je veux en venir à l'affaire qui concerne le journaliste Stanis Boujakera, qui est en prison depuis début septembre, accusé de faux, d'usage de faux, de diffusion de fausses informations. Il risque 10 ans de prison. Ça fait beaucoup de scandales. Le président Tshisekedi avait déclaré sur notre antenne « J'interviendrai peut-être par une grâce présidentielle ou une amnistie. Est-ce que oui ou non ? Le président va intervenir pour faire libérer. » Écoutez, le président l'a dit, c'était un engagement public. Mais aujourd'hui, nous savons que nous essayons de suivre justement les déroulements de l'instruction pour savoir, parce que pour nous, c'est une question qui est difficile. Vous savez que grâce au président Tshisekedi, nous avons fait beaucoup de réformes. Pour la première fois en 27 ans, nous avons une nouvelle loi sur les médias. Nous avons fait les états généraux de la presse. Les journalistes sont aujourd'hui plus couverts et protégés par la loi que nous avons élaborée. Mais malheureusement, la question qui touche à Stanis Boujakera est une question qui est liée à la sûreté d'État. Et donc, nous espérons que les procès peuvent se dérouler ou les procédures judiciaires peuvent être achevées rapidement pour qu'il recouvre
sa liberté et qui sont en mesure de continuer de travailler. Et c'est une question, comme le président de la République vous l'a dit, que nous suivons étroitement parce que vous savez, la démocratie en République démocratique du Congo est en train de se consolider. Et lorsque vous regardez, y compris c'est quoi a été la couverture de la campagne électorale, vous voyez que véritablement les opinions se sont exprimées. Et aujourd'hui, il y a quand même, cher Marc, un besoin pour ceux qui regardent la République démocratique du Congo de cesser de la regarder sous le prisme de la violence. Parce que fort malheureusement, on a fait une élection où Internet n'a pas été coupé. On a fait une élection où les ressortissants étrangers n'ont pas été évacués. On a fait une élection presque sans violence, presque zéro mort, alors que tous pensaient les contraires. Mais même les grands médias, notamment France 24, n'est pas beaucoup revenu sur cet aspect. Et nous pensons que dans le cas de la consolidation des efforts démocratiques, il est bon de donner du crédit là où il est dû. Vous souhaitez sa libération prochaine? Mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter au terme de la procédure judiciaire. Dernière question. Selon la Constitution, le président Félix Tshisekedi, c'est son dernier mandat auquel il vient d'être élu. Est-ce que, comme certains le pensent, il y aura une volonté de changer la Constitution pour qu'il puisse Écoutez, il faut cesser nouveau justement de regarder la République démocratique du Congo sous ces prismes. Beaucoup pensaient qu'on aurait eu un glissement. C'est ici un peu l'occasion de rendre hommage à M. Denis Kadima et à tous les Congolais qui ont travaillé avec lui au sein de la Commission électorale nationale indépendante parce qu'ils ont réussi à tenir les élections dans les délais, ce qui renforce notre engagement constitutionnel. Il n'y a pas de besoin pour nous de répondre à cette question dès lors que le président de la République, dès son premier jour de prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, a toujours fait montre du respect strict de la Constitution. Donc il n'y aura pas de troisième mandat, on est bien d'accord. Eh bien, écoutez, ça c'est ce que vous voulez voir, mais de toute évidence, vous savez, cher Marc, dans ces mandats qui commencent, nous ferons beaucoup de réformes. Le président de la République a déjà plus ou moins donné l'indication. Et il n'y a aucune réforme qui ne se fera sans que le Congolais puisse être en mesure de se prononcer et de donner leurs avis. Patrick Mouyaya, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.